Il y a 15 jours, un vendredi, précisément le vendredi 11 janvier, la France est partie en guerre au Mali, brutalement, en disant qu'elle devait le faire, sur la base d'une décision solitaire prise par le chef des armées, le président de la République. Avant de présenter mes invités, je voudrais juste rappeler des choses qu'il faut avoir en tête. Le Mali, c'est 15 millions d'habitants. C'est le plus vaste pays après le Niger de l'Afrique de l'Ouest. 2/3 de son territoire au nord, c'est des zones désertiques du Sahara. C'est un des pays, des peuples les plus pauvres du monde. Il est classé 175e sur 177 à l'indice du développement humain, qui montre un petit peu, ça a été inventé par l'économiste Amartya Sen, comment une société tient. C'est un pays d'une immense pauvreté. Si l'on prend également un indice de pauvreté, c'est le 107e sur 177. L'espérance de vie, par exemple, là-bas, elle est de 53 ans en moyenne, 51 ans pour les hommes, 55 ans pour les femmes. Voilà donc ce pays dans lequel la France est intervenue. Nous allons en débattre avec à la fois des acteurs politiques qui, normalement, en temps de guerre, devraient avoir leur mot à dire. Ce sont des parlementaires, des élus de la nation et des représentants de la société civile. Pouria Amir Chahi, vous êtes tout particulièrement concerné, vous êtes socialiste et vous êtes député de cette circonscription des Français de l'étranger qui comprend le Mali. François Saincy, vous êtes parlementaire député de Seine-Saint-Denis pour le Front de gauche et l'une de ses composantes, et vous êtes intervenu au nom de cette formation lors du débat parlementaire qui a eu lieu sur le Mali. Salvatore Sagues, vous êtes l'un des deux piliers d'un tandem que nous connaissons bien pour ceux qui travaillent sur ces questions, qui à Amnesty pour l'ensemble de l'organisation Amnesty International, travaille sur cette région du monde, fait les rapports que l'on connaît dans le monde entier. L'autre pilier s'appelle Gaëtan Moutou, il est actuellement sur le terrain et vous travaillez tous les deux en contact, vous l'avez eu encore aujourd'hui, et nous parlerons des rapports d'Amnesty qui ont lancé l'alerte durant tous ces derniers temps. Et vous, Tzvetan Todorov, vous êtes philosophe, auteur, écrivain, penseur. Je voudrais commencer par vous, parce qu'au fond, je vais demander à chacun de dire un peu sa réflexion, sa position sur cet événement, qui n'est pas n'importe quel événement. Alors pourquoi par vous? Parce que ceux qui connaissent votre itinéraire savent que vous n'avez pas de tendresse pour les dictatures ou le totalitarisme. Vous l'avez quitté pour rejoindre la France. Et néanmoins, dans votre œuvre, et notamment dans deux de vos derniers livres, La peur des barbares et cet autre Goya à l'ombre des Lumières, sur une autre guerre menée en Espagne par Napoléon, dans ces deux livres, vous êtes érigé dans toutes vos prises de position un peu publiques contre ces guerres menées par des pays riches, des pays puissants, membres du Conseil de sécurité, ayant des armées fortes, les États-Unis, la France, d'autres, au nom de la civilisation contre d'autres menées supposées barbares. Comment regardez-vous ce qui arrive aujourd'hui? Eh bien, d'abord je dirais que la civilisation n'a pas été évoqué immédiatement dans les propos initiaux qui justifiaient la guerre, bien qu'il y ait eu, comme toujours dans le cas d'une guerre, des abus de langage qui, personnellement, me chiffonnent un peu. Ainsi, quand on dit qu'en face de nous, il n'y a que des tueurs, il n'y a que des assassins, dont la seule idéologie est de donner la mort ou de se donner la mort, nous détruisons donc, puisque c'est le mot qu'emploie notre président de la République, mais eux, ils assassinent. C'est une subtile différence. Et il en va un peu de même du vocable terroriste, qui est tantôt terroriste, tantôt rebelle, sans parler des combattants de la liberté, chaque fois identifiés provisoirement de telle ou telle manière. Mais ce sont des caractéristiques communes, donc je voudrais me concentrer un instant sur
l'entrée en guerre. Si la raison de l'entrée en guerre, c'est le danger terroriste, c'est-à-dire le fait que le Sahel se transforme en une sorte de plaque tournante du terrorisme et que c'est relativement proche de l'Europe, il y a deux questions qu'on peut se poser. Or, il me semble que c'est la principale justification. La première, c'est pourquoi la France est-elle le seul pays à se sentir concerné? S'il s'agit d'une menace terroriste, elle pèse sur l'Europe tout entière. On l'a d'ailleurs vu, il y a eu des attentats dans d'autres pays européens. La France ne se distingue pas de ce côté-là. Elle se distingue par le fait que c'est l'ancien colonisateur ou qu'elle a une bonne armée efficace, active. Ce sont des vraies différences. Donc on pouvait imaginer, par exemple, que l'Union européenne demande à la France, charge la France d'intervenir immédiatement parce qu'elle a une armée toute proche. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Notre président a placé le reste de l'Europe devant le fait accompli et depuis, les alliés se font un peu attendre. Ils offrent quelques infirmières, quelques avions par-ci par-là, mais personne ne nous dit qu'il va entrer en guerre. Est-ce que vraiment, ce danger de terroristes, ils sont un peu aveugles et sourds, ces gens, dans les autres pays européens? Ça m'a frappé que le 17 janvier, notre ministre des Affaires étrangères est allé à Bruxelles pour exposer à ses collègues les raisons de l'entrée en guerre. Et il a dit, c'est ceci et cela, à quoi les ministres des Affaires étrangères espagnols et allemands ont dit, mais est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les buts véritables? Je trouve cette explication en deux temps assez significative. Donc, notre ministre s'est un peu fâché. Il a dit, mais bien sûr, c'est arrêter l'avancée des terroristes et éradiquer les sources du terrorisme. Je trouve ces deux raisons de nature très différente. Arrêter l'avancée des terroristes, on sait qu'il y avait une avancée vers Bamako, que le pays entier risquait de tomber de leur côté. C'est une affaire militaire relativement simple. D'ailleurs, elle a été terminée au bout de 3 jours. Éradiquer, stopper le développement du terrorisme, nous en savons quelque chose. C'est l'Afghanistan depuis 2003. C'est l'Irak pendant 8 ans. C'est un travail herculéen pour lequel on peut se demander si nous sommes prêts à le faire ou non. Enfin, dernier petit point préliminaire, il me semble que les derniers attentats en Europe ont été le fait de personnes qui sont nées et qui habitent l'Europe, que ce soit Mera en France, les attentats de Atocha à Madrid ou de Londres. Ce n'était pas une plaque tournante située dans un autre continent d'où on nous envoyait je ne sais quoi, d'ailleurs des missiles. Eh bien non, c'était des gens nés sur place qui étaient indignés par la présence de l'armée occidentale, espagnole, anglaise, etc., dans des pays musulmans lointains comme l'Afghanistan. Je me demande si vraiment on diminue le danger terroriste par les mesures qu'on prend aujourd'hui ou si on l'augmente. Pouria Mirchahi, vous revenez donc de Bamako, je le disais tout à l'heure, vous représentez, étant socialiste, la force politique qui assume cette guerre. Ce que vient de dire Tzvetan Todorov, vous allez réagir, recoupe ce qui a été un peu la position de Mediapart, un peu à contre-courant de tout le monde, par une analyse du directeur éditorial François Bonnet, Mali, la guerre aveugle et solitaire de la France. Nous avons, dès les premiers jours, souligné des points qui sont aujourd'hui totalement débattus. Quels sont les objectifs de cette guerre? Quelle est la définition de l'ennemi? Quel est son cadre juridique? Quelle est l'alliance et les pays alliés? Et quelle est la perspective de sortie du conflit? 5 points qui renvoyaient à cette idée qu'au fond, c'est une guerre
qui, pour nous, est une guerre presque sans politique. Si la politique, c'est avoir une fin et des moyens et une complexité de la situation autre que dire il faut éradiquer les terroristes. Dites-nous votre sentiment maintenant. Bon, sur la guerre elle-même, après, si on a le temps, j'aimerais bien peut-être expliquer, à mon avis, ma lecture, dans quel contexte, dans quelle histoire immédiate elle s'inscrit. Mais sur la guerre elle-même, je suis certes socialiste, mais en tant que socialiste, je n'ai pas toujours défendu les guerres, y compris menées par les socialistes, y compris la première guerre en Irak. J'étais dans la rue et pourtant il y avait quelques conforts de l'égalité pour justifier cette guerre, puisqu'il y avait l'agression de l'Irak contre le Koweït à l'époque. Et puis il y a des guerres justes. Bon. Et il se trouve que celle-ci me semble l'être, mais à condition effectivement qu'on soit clair sur les objectifs. Qu'est-ce qu'on peut dire qui ne soit pas de l'habitude de lecture de ces derniers jours? On a le printemps arabe, et au nord du Sahel, des sociétés entières qui basculent vers le meilleur comme vers le pire, on ne sait pas encore. Et la confrontation qu'il y a, la façon dont la société civile, les sociétés civiles, s'entrechoquent entre des courants réactionnaires, rétrogrades, et au contraire des forces progressistes, émancipatrices, n'est pas jouée encore. La partie n'est pas finie. Et d'ailleurs, une bonne partie se joue aussi dans la façon que nous aurons, nous Européens, et Méditerranéens en particulier, à comprendre, à aider, à encourager et à construire ces ponts solides qui ne sont pas si solides que ça entre le nord et le sud de la Méditerranée. Il y a au sud de la bande du Sahel d'autres enjeux. Les affaiblissements des États déstructurés, on l'a vu au Mali, qui atteint le paroxysme de cette situation-là, qui se sont effondrés et qui font basculer toute la sous-région, y compris la Côte d'Ivoire, le Sénégal, donc des pays qui ont des potentiels de développement économique dans une situation de très très grande fragilité. Et cette zone-là, qui est dans cette situation, bien sûr, du fait de la corruption, du fait de responsables politiques, et aussi du fait des dirigeants africains, et aussi évidemment des responsables européens, et la France aussi, depuis trop longtemps, cette situation-là, dans laquelle on nous a menés, risque de nous faire perdre beaucoup, énormément. D'abord, aux populations elles-mêmes concernées. Il s'agit en fait, ni plus ni moins, de savoir si la prise du Mali par les groupes djihadistes ou les narcotrafiquants fait peser un danger sur le Mali lui-même. À l'évidence, oui. Est-ce qu'il fait peser un danger sur l'ensemble du pays? Oui. Est-ce que c'était à la France d'intervenir comme ça et pour combien de temps? Et avec quels alliés? C'est les questions que vous avez posées. Et est-ce que la guerre est la réponse Ça dépend à quoi. Cette situation. La réponse n'est pas la guerre aux problèmes structurels de développement et de sous-développement qui sont posés en Afrique. De corruption, de captation des richesses et de complicité des grandes puissances depuis 20 ou 30 ans. La guerre, là, cette intervention militaire est la réponse conjoncturelle à l'agression du Nord vers le Sud, premièrement, et elle est aussi une réponse, dès lors qu'elle n'est pas française, mais africaine, d'abord, et c'est ça qui nous a mis en difficulté, au recouvrement par les Maliens de leur intégrité territoriale. Ce qui s'est passé, c'est qu'au point de départ, je le rappelle, les Français et la France ne voulaient pas intervenir au sol. Et c'était d'ailleurs un engagement pris par le président de la République. Et c'était même au menu des discussions avec les Algériens lors de la dernière visite présidentielle de François Hollande en Algérie. L'idée était, parce que chacun se préparait à la guerre, de permettre aux forces de la CEDEAO d'intervenir, de venir et de déployer leurs forces militaires. Entre-temps, à la demande d'ailleurs de l'Algérie, des demandes de négociation ont été engagées, principalement avec Ansar el-Din, qui ont échoué et qui ont amené à la situation que l'on connaît. Du coup, pris de court, il fallait une intervention immédiate. Sinon, Sévaré était prise et le Mali avec. Mais là, j'ai une question, permettez-moi précise, puisque vous revenez de Bamako. Vous savez, vous connaissez cette vieille formule, la première victime d'une guerre, c'est la vérité que disent toujours les reporters. C'est actuellement une guerre sans images, sans possibilité de rendre compte, de savoir vraiment ce qu'il passe. Et nos habitudes françaises font que les comptes rendus informatifs aux parlementaires sur le déroulement même de la guerre sont très insuffisants. J'ai une question très précise. On a dit que le fameux vendredi, il fallait intervenir pour bloquer une colonne qui allait prendre Bamako. Nous avons cherché partout, dans la presse internationale, Dieu sait si les Américains ont des moyens. Nous ne trouvons pas trace de l'ampleur de cette colonne. Qu'il y ait eu des mouvements, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il y a des hommes armés. Il y a un portfolio sur Mediapart de Pascal Maître qui détaille en large toute une réalité guerrière avec même la présence de soldats américains toutes ces dernières années qui entraînaient, qui étaient là.
Donc cette urgence, nous aimerions qu'elle soit documentée. Parce que vous vous souvenez, la Libye, ça a commencé comme ça. Il y a Benghazi, il faut absolument, mais on n'a pas vu pareillement la colonne. Donc on a une question. On nous dit qu'il fallait précipiter tout ce dispositif compliqué à cause de cette urgence. Pouvez-vous, de retour de Bamako, documenter cette urgence? Alors non, je ne peux pas la documenter. D'abord, je n'étais pas sur la ligne de front et je suis malheureusement, comme vous, en tant que parlementaire, journaliste, soumis aux informations qu'on veut bien me donner. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'y suis allé et pas forcément avec l'assentiment du ministre des Affaires étrangères. Mais c'est mon rôle d'y aller en tant que parlementaire pour m'éclairer moi-même et, si possible, éclairer les autres, en tout cas ceux que je représente, nos compatriotes. Là où, je ne suis pas un expert militaire, des colonnes, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des groupes, des petits groupes organisés. Je ne sais pas ce qu'on appelle une colonne dans le jargon militaire, mais moi, la représentation que j'en ai, ce sont quand même des lignes de soldats, c'est visible. Bon, je n'ai pas le sentiment que dans le Sahel en général, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des petits groupes qui sont organisés et reliés entre eux et qui peuvent très rapidement, parce que très mobiles, attaquer des lieux et des villages assez démunis, qui n'ont pas de défense, qui n'ont pas de capacité de se défendre. Les groupes en question sont dangereux, il n'y a aucun doute. Ils sont ennemis du Mali, ennemis de la démocratie, sans aucun doute. Mais, à mon avis, on verra au fur et à mesure, car tout se sait à un moment ou à un autre, s'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il fallait le faire et il fallait le faire tout de suite. D'ailleurs, les Maliens eux-mêmes ne s'y trompent pas. Lorsque j'y étais, vous voyez, quand les premières images montrent la gratitude des Maliens à l'égard de la France, moi je me méfie toujours un peu de ça. Les images qu'on nous envoie avec des drapeaux français qui présentent la France comme des libérateurs. Donc je me suis un peu méfié de ça. J'y suis allé. Je vous assure que c'est ce que j'ai ressenti, trop même. Ça m'a même un peu gêné. Je vais vous dire pourquoi. Parce que même s'il y avait un enthousiasme véritable à l'égard de la France, pas à mon égard, je représentais la France à ce moment-là en tant que parlementaire français, j'étais le premier à y venir, mais parce que ça m'a fait penser à cette idée, j'en ai parlé avec des jeunes responsables politiques maliens, car c'est aussi à eux qu'il faut s'adresser pour l'avenir, que beaucoup de ceux qui sautaient de joie donnaient le sentiment, pour les anciens d'abord, de ne pas avoir à s'expliquer sur leurs propres responsabilités, et pour les autres, de ne pas prendre leurs responsabilités en pensant que désormais, après tout, si la France est là, on est tranquille. Or, on n'est pas tranquille. Toute ces affaires-là, le destin de l'Afrique et d'une part de notre humanité commune, dépend de la solution politique qui viendra au bout de cette histoire. Et cette histoire n'est pas finie car on envoie une guerre, mais il y a aussi des situations qui peuvent être encore plus inquiétantes et déraper et empêcher le Mali de se reconstruire. Par exemple, des exactions. Et nous allons y venir justement avec Salvatore Chagues, qui est donc d'Amnesty, parce que l'une des clés, on se demande même si l'une des clés de cette précipitation n'était pas d'intervenir pour le risque d'un nouveau coup d'État s'ajoutant au précédent du fameux capitaine Sanogo qui, le 22 mars, il y a un an, a renversé le président Amadou Toumaré Touré, qui est ATT, le fameux président qui était un général qui a finalement mis fin à une dictature et permis que la démocratie ait lieu et qui lui-même s'est fait élire pour 2 mandats. Et ce capitaine, vous avez documenté depuis un an, puisqu'aujourd'hui il y a des reportages partout sur les exactions qui visent des gens qui ont l'air d'être des djihadistes à cause de leur barbe, à cause de leur allure, à cause de leur couleur de peau, renvoyant la relation entre population nomade, sédentaire, la question touareg. Vous avez documenté, on en avait parlé dès l'été dernier, les exactions de cette armée malienne qui est notre allié. Alors, bien avant cela, dès le début du conflit, au mois de janvier 2012, quand il y a eu le mouvement Touareg qui a pris le pouvoir, qui a pris donc le Nord Mali, le Nord Mali, le 1er février, il y a eu un événement qui est passé un peu inaperçu. Donc il y a un an. Il y a un an, le 1er février 2012, il y a eu un véritable pogrom contre les Touaregs à Bamako. La population a attaqué ce qu'on appelle là-bas l'étain clair, c'est-à-dire les Touaregs, mais également des Mauritaniens, qui sont des petits commerçants, mais également des Arabes. Et il y a eu un véritable pogrom alors que l'armée n'a rien fait. Et ça a été un choc pour beaucoup de Touaregs, parce que cela fait 20 ans que les Touaregs étaient plus ou moins acceptés dans la population. Il y avait des ministres Touaregs, et qu'ont vu ces Touaregs que, sous les yeux de l'armée, on pouvait vraiment piller les gens, chasser les gens. Ça, c'est une première chose qui a été très inquiétante. Qui a une importance pour la suite, puisque des unités de l'armée formées par les forces spéciales américaines ont été rejoindre le Nord. Absolument. Des unités Touareg. Absolument.
un peu de complexité. Absolument. Derrière l'idée « abat les terroristes », il y a autre chose. Et ensuite, il y a eu donc ce coup d'État dont vous faites mention. Sanogo, qui a été formé aux États-Unis, hein, que les Américains connaissent très bien, et lui, effectivement, fait une répression vraiment sauvage contre les militaires qui sont favorables à l'ancien président déchu. Les bérets rouges. Les bérets rouges. Et là, à nouveau, un silence assez assourdissant de la classe politique française qui laisse faire. Hein. On condamne Sanogo comme ça, mais on laisse faire, on demande qu'il parte. Il est toujours là. Hein. C'est l'éminence grise qui est toujours là et qui domine une grande partie de cette armée. Donc quand maintenant, on a l'impression de découvrir que cette armée commet des exactions, c'est les mêmes qui, depuis 1 an, commettent des exactions. D'abord, on laissait faire que les Touaregs se fassent éjecter et spolier, et puis qui s'en sont pris à la population. Donc malheureusement, ce dont on assiste maintenant était prévisible, parce que cette armée est une armée divisée, une armée qui ne répond à quasiment personne, si ce n'est à ce capitaine Sanogo, et qui est totalement hors de contrôle, malheureusement. Donc quelle est la position de l'Amnesty International sur cette guerre actuellement? Puisque si j'ai bien compris, l'armée française aujourd'hui est alliée d'une armée elle-même coupable, responsable de traitements inhumains et dégradants, pour s'en tenir aux formules diplomatiques. Bon, Amnesty ne prend pas position sur l'intervention ou non, mais ce qui nous semble très inquiétant, c'est que ces exactions, Gaëtan Moutou est à Sévaré maintenant, il vient de m'appeler... Sévaré où il y a eu les reportages. Voilà. Hein. Il vient de me dire que le 10 et le 11 janvier, c'est-à-dire la veille et le jour même de l'intervention française, des militaires maliens ont arrêté des personnes, les ont jetés dans un puits et puis ont tiré à rafale sur les gens qui étaient dans le puits. Donc c'est des choses extrêmement graves. Et quand on entend cela... Des gens qui sont des civils, qui ne sont pas des combattants. Qui sont arrêtés chez eux parce que soupçonnés d'avoir des sympathies ou parce qu'ils ont un teint clair. Hein. Et là, il faut se souvenir évidemment de tout l'antagonisme entre Touaregs, esclavagistes dans le passé et population noire. Quand on entend cela et qu'on entend Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, dire il en va de l'honneur de l'armée malienne de ne pas faire ça, moi je dirais qu'il en va aussi de l'honneur de l'armée française, parce qu'ils sont à côté, ils devraient témoigner. Et je crois que de plus en plus, nous allons, j'espère, publier assez vite des informations là-dessus. Je pense que l'armée française qui est à côté, qui effectivement n'a pas commis ces actes, mais qui est à côté, va pouvoir de plus en plus difficilement dire « je ne sais pas, je ne sais pas ». Et il y a au moins le devoir de témoigner, le devoir de faire pression sur cette armée qui commet des actions graves. Le devoir d'empêcher. Le devoir d'empêcher. Et surtout, ce qui est extrêmement grave pour nous, c'est que le jour où ces 3 grandes villes, Tombouctou, Kidal et Gao, seront reprises, il peut y avoir vraiment chasses à l'homme. Alors, des chasses à l'homme, des exodes massifs de populations qui vont aller vers le Niger, vers le Burkina ou vers la Mauritanie, déstabiliser les pays environnants. Donc, derrière l'option militaire, je crois qu'il faut penser à la conséquence. Et la conséquence, elle peut être dramatique si on ne rassure pas les populations du Nord, qui sont actuellement terrifiées. Parce que quand quelqu'un qui a un teint clair sait ce qui se passe à Sévaré, et il se dit, quand ils vont arriver à Gao, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et donc il y a déjà 9000 personnes qui ont fui, il y a 200 000 personnes qui sont à l'extérieur du pays, c'est dramatique. On peut aller vers quelque chose de dramatique si on ne met pas fin tout de suite à cela. François Saincy, avec tout ce qu'on vient d'entendre, on se dit que, étant donné les positions du front de gauche, et au fond, cette géopolitique de cette histoire, hein, je redis qu'il y a ce portfolio sur Mediapart actuellement en accès libre de Pascal Maître qui a été des années 90 à maintenant, où on voit qu'il y a eu toutes sortes de mouvements Touaregs, qu'il n'y a pas de frontières pour les Touaregs, qu'il y a la crise de ces populations nomades, qu'il y a leur histoire. Donc ce n'est pas des terroristes tombés du ciel, hein, c'est plutôt les conséquences probablement de notre histoire libyenne et du surarmement qu'a permis notre intervention française en Libye que nous payons là. Donc quand on voit tout cela, et quand on connaît vos positions, les positions du front de gauche, y compris quand on sait qu'il y a des intérêts très français au Niger, qui fait partie de cette zone avec l'uranium, 1/3 de l'uranium français vient de là, et c'est la même zone pour les populations dont nous parlons, comment expliquez-vous que lors de votre intervention, au lieu de dire « eh bien cette guerre est un risque pris et nous ne pouvons l'approuver », vous avez tenu, on pourrait dire, un double discours. Vous avez laissé dire que, ok, cette guerre et cette intervention, il fallait la faire, et vous avez mis en garde pour la suite.
Comment tenez-vous cette double position? D'accord. Alors, vous avez raison de dire que, enfin, de sous-entendre que c'est une position originale du Front de gauche et plus généralement de la sensibilité communiste. C'est la première fois que nous ne désapprouvons pas une intervention étrangère. Et que nous Française avions... dans une ancienne colonie, il faut le rappeler. Dans une ancienne colonie, tout à fait. Et que nous pensions, enfin, il y a des nuances chez nous, hein, je peux vous dire que, moi, par mon intervention, a été critiquée par un certain nombre de militants de la FAS, par exemple, hein, ou d'autres militants. Voilà. Qui sont contre, comme était pour oui, il y mais a... bon, c'est normal, c'est un Chaïs, débat, c'est la démocratie, Ah bon. c'est formidable. Hein, c'est plus la période où tout le monde suivait comme un seul homme. Donc, moi, je pense qu'une intervention internationale était nécessaire. Et dans ce cadre-là, sous mandat de l'ONU, reste que l'ONU n'a pas donné un mandat explicite à la France. Elle a parlé dans la résolution 3085 d'une force panafricaine avec une logistique d'autres pays qui pouvaient l'aider. Donc, je partage votre point de vue quand vous dites qu'il y a eu précipitation. Je pense qu'il y a quelques arrière-pensées de politique intérieure, mais ça, c'est mon sentiment personnel. Hein. Des fois, les guerres arrangent souvent les pouvoirs en difficulté. Ça, je pense qu'il y a un peu de cela dans la Bible, parce que vous avez parfaitement raison de dire que la colonne, bon, elle était, on ne sait pas si elle avançait. Et moi, à la Commission des Affaires étrangères, j'entends M. Le Drian dire il y aura une intervention internationale, c'est certain, il y a 2 mois et demi, et elle aura lieu au mois de mars. Voilà. Donc c'était pratiquement dans le temps, comment dirais-je, planifié. Donc quand il a dit cela, nous attendions vraiment qu'il y ait une intervention, disons, internationale. Le problème de la prise de position, c'est que moi je ne pense pas qu'on puisse mener une guerre contre le terrorisme. C'est pas très clair, parce que oui, il y a le terrorisme, il y a ceux aussi qui, sous l'occupation française, étaient des terroristes, étaient résistants, des patriotes, hein, et qui ont payé le prix du sang pour les libertés. Et donc je ne suis pas pour qu'on mène une bataille, une lutte comme ça contre le terrorisme. Je pense sincèrement que ce qu'il faut dire, à mon avis, je l'ai dit à M. Fabius la dernière fois, parce qu'on parle de terrorisme, on ne parle pas non plus de ce qui sous-tend idéologiquement ce terrorisme-là, c'est-à-dire quand même des sociétés qu'on a pu dire qui sont quand même barbares. Quand on coupe les mains des voleurs, quand on dilapide les femmes qui accusées d'adultère, etc. Quand on veut mettre une société de ce type-là, moi je parle de nouveau fascisme. Et à partir de là, ma réflexion à moi c'est la suivante, c'est que on peut dire qu'il y a un déterminisme de classe. Je ne suis pas non plus naïf au point de penser que la France ne défend pas encore l'intérêt des multinationales, notamment vous avez parlé d'Areva ou de Total. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que là, la question quand même, c'est pas celle d'un déterminisme qui ferait qu'on a un impérialisme français qui veut intervenir à ce pays-là. Il y a un vrai problème de liberté de société. Voilà. Et moi, si vous voulez, vous pouvez me permettre, dans les années 40, quand il y a eu un débat à savoir quelle est la nature de la guerre, d'aucuns disaient, c'est notamment l'internationale communiste, disaient c'était une guerre impérialiste. Et la réflexion s'est faite et la nature de la guerre a changé. Et pendant la guerre d'Espagne, quand on parlait de la non-intervention, c'est aussi le Comintern, si je puis dire, excusez-moi, et les communistes qui ont demandé aux démocraties occidentales d'intervenir, donc au pays capital. Est-ce que je reviens? Mais tout ça pour vous dire que moi, sur l'intervention, je suis pour l'intervention internationale et pour mettre en arrêt cette barbarie. Zvetan Todorov, est-ce que vous avez cette idée que c'est une guerre contre un nouveau fascisme, contre une barbarie? Je trouve que le mot de fascisme est vraiment d'un anachronisme surprenant. Pourquoi fascisme? C'est traditionnalisme, c'est quelque chose qui vient de la nuit des temps, et vous l'appelez fascisme avec un mot qui caractérise les mouvements du XXe siècle, ça me semble obscurcir plutôt qu'éclairer. Couper les mains, d'accord. Mais enfin, personnellement, je crois qu'on marche sur les pas des néoconservateurs américains ou français d'ailleurs, qui sont assez nombreux, lorsqu'on décide qu'on va faire la guerre pour imposer le bien, pour imposer la démocratie, pour imposer les droits humains, et ceci parce qu'on a choisi la guerre comme moyen. Mais ce n'est pas le but, je m'excuse de vous interrompre, ce n'est pas le but. Non, mais c'est le but que... Je me permets parce que, juste sur ce point, si c'était le but officiel, je n'approuverais pas cela. Oui. Qu'il y ait eu des déclarations en ce sens, je l'entends bien. Vous le proposez un peu comme but officiel, donc c'est pour ça que je réagis là. Donc les mains coupées, les femmes lapidées,
Est-ce que c'est une raison pour entrer en guerre? Dans la nuit des temps, en Andalousie, quand il y avait la coexistence, la richesse des différentes cultures, ça venait pas de la nuit des temps, on coupait pas les mains en Andalousie. Mais vous avez tort de lier ça à l'islam. Ce sont des coutumes barbares, si vous voulez, anciennes, pré-islamiques. Non, mais il y a un détournement de l'islam. C'est une perversité des mouvements islamistes, je disais fascisants. Bien sûr, mais est-ce que c'est ça la réalité, encore une fois, des révoltes touaregs qui sont dans cette région? Qu'il y ait eu ce surarmement lié et des minorités comme ça, vous qui connaissez le terrain depuis des années, j'insiste parce qu'on parle de tout cela, mais on oublie ceux qui depuis 20 ans vont. Est-ce qu'il y a cette réalité que décrit sincèrement, et il le croit, le monsieur Assassi? C'est un petit peu, à mon avis, erroné, c'est le mot société barbare. Parce que ces pratiques, d'abord, elles sont tout à fait récentes au Mali. Le Mali est un des pays les plus tolérants qui soient. La majorité des populations, dans le sud comme dans le nord, étaient outrées. Un exemple, Gaëtan Moutou. C'est un islam très tolérant, avec des filles qui vont en moto avec des garçons. Bon. Gaëtan Moutou était au mois de septembre dernier là-bas. Il a enquêté sur plusieurs amputations. Et les groupes islamistes armés ont obligé la population à assister aux amputations pour essayer de les impliquer là-dedans. Et de manière intéressante, les populations, elles ont été obligées d'y aller, mais après, elles sont parties. Ce n'est pas une société barbare. Ce n'est pas une société barbare du tout. Les Touaregs sont des gens qui ont un islam extrêmement light. Dans les sociétés Touaregs, c'est les femmes qui ont le pouvoir. C'est les hommes qui sont voilés et pas les femmes. Donc, il y a eu effectivement des groupes islamiques qui sont arrivés, d'ailleurs ne venant pas du Mali, mais de l'Algérie. Je vous donne un exemple très intéressant. Avant même le début du conflit, AQMI était allé dans certains villages menacer les professeurs en disant « je vous interdis maintenant d'enseigner le français ». C'était peu appris, c'était peu dit. Mais la population était contre. La majorité de la population est contre cela. Donc effectivement, ces groupes, parce qu'ils sont extérieurs au Mali, essayent d'imposer une loi pour essayer de se montrer légitimes. Et leur seule légitimité, c'est une sorte d'islam pur. Mais la majorité de la population, quand je dis pur, vous voyez ce que je veux dire. Mais la majorité de la population dans le Nord, donc dire société barbare, c'est totalement erroné à mon avis. Une mise au point de François Assassi. Je ne dis surtout pas que la société Touareg ou Mali, c'est barbare. Je dis que ceux qui... Les gens d'AQMI veulent mettre en place une société barbare. C'est ça. Et contre ça, je suis vraiment radicalement opposé. Et je crois qu'il faut les mettre hors d'état de nuire. Moi, je le pense. Je ne parle pas du tout des Touaregs du Mali. Excusez-moi. Mais pour Amir Chahid, comment la France, ancienne puissance coloniale, face à un État totalement déliquescent, une armée malienne responsable d'exactions, intervenant dans ce pays, il n'y a pas un État étranger qui agresse le Mali. C'est une crise interne au Mali. Pas complètement. Oui, mais le point de départ, c'est dans le cadre du Mali. La France va reconstruire le Mali. Non. On fait... Un intellectuel d'origine malienne, Mantia Diawara, nous a fait cette provocation. Il dit, bon, alors, 50 ans après l'indépendance, nous allons reconstruire, nous, la France, cet État. Comment on va faire ? D'abord, il ne faut pas se projeter dans cette situation où la France porterait sur elle la responsabilité du destin du Mali. Quand bien même certains Maliens, je le dis parce que je l'ai observé, ils s'en étaient gênants, le demandent. Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Mais est-ce qu'il n'y a pas un engrenage inévitable ? Bien sûr, il faut l'éviter. On a rappelé les précédents de l'Afghanistan. Nation building, disent les néoconservateurs américains. Alors, il est évitable. Si on comprend pourquoi on en est arrivé là, expliquez-nous, rassurez-nous. Je ne suis pas un devin, mais je vais vous dire ce que je pourrais défendre en tout cas. En même pas une minute, comment on en est arrivé là ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est la suite. Dans les années 90, il y a un grand mouvement contradictoire, qui est d'un côté l'installation, après une tentative de coup d'État, de la démocratie au Mali, démocratie montrée comme exemplaire, et en même temps les programmes d'ajustement structurel du FMI. Au moment même où il y a les possibilités pour une société civile, comme on l'a vu d'ailleurs après au Sénégal et dans d'autres pays, de s'émanciper. Les premières élections, c'est 1992. Exactement. Et au même moment, les plans d'ajustement structurel. C'est-à-dire que ce que le souverain peuple malien conquiert, à un moment, il le perd de l'autre côté parce que tout aboutit à la déstructuration de l'État.
l'État s'effondre. Donc je ne sais pas si, comme on le dit en anglais, c'est la nation building, mais la reconstruction de la capacité de l'État, elle est fondamentale. Et ça ne vaut pas que pour le Mali. Où est l'enjeu, par exemple, au Niger? Exactement le même. Au Niger, ils ont été un peu plus intelligents, puisque le président Mamadou Issoufou a nommé comme Premier ministre un Touareg. Bon, deuxièmement, il a négocié avec Areva, puisqu'on parle d'Areva, et c'est vrai que ce n'est pas non plus effacé du tableau, une augmentation en gros, des quotités que Areva doit verser au Niger. Bref, le gouvernement souverain essaie de se faire respecter. Mais on est loin du compte. Lorsque Mamadou Issoufou, après des dictatures, a pris le pouvoir, il s'est engagé dans 2 grands programmes. Et vous verrez que le Mali n'est pas loin de cette problématique. Le premier, ça s'appelle les 3 N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Bon, en gros, éviter l'exode rural, relocaliser les productions agricoles et permettre la souveraineté alimentaire du pays. C'est quand même pas rien dans un pays frappé par la sécheresse et la pauvreté. Le Niger et le Mali étant à peu près comparables de ce point de vue-là. Et le deuxième projet, très courageux de la part de Mamadou Issoufou, excusez-moi, c'était de dire il faut la scolarisation obligatoire des filles et des garçons de 3 à 16 ans. Personne n'a répondu à cet appel. Ni la France, ni la francophonie, ni personne. Résultat, des madrasas partout. Ben oui. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut? Parce que l'islam, c'est aussi une culture, c'est aussi l'éducation, oui, sauf c'est que aussi la solidarité, l'entraide. Bien sûr, sauf que ce ne sont On pas va en parler tout à l'heure. Ce ne sont pas des... Bien sûr, et je sais d'où je viens, moi aussi. Je ne suis pas né en France, je vous le rappelle. Donc, ce ne sont pas des ressources nigériennes qui ont permis de relancer ça. Il y a eu un vide qui a été comblé, et pas simplement militairement, mais politiquement aussi et culturellement, par ceux qui sont pour le coup des djihadistes et qui ont une stratégie là-bas. Bref. Alors comment on peut, dans les mois qui viennent, éviter que tout ça ne s'aggrave? En tournant le dos à ce qui se fait depuis des années. Si, en termes de développement, prenons un exemple simple. Jusque-là, il y avait des conditionnalités au développement. Sauf que ces conditionnalités, c'était libéralisation des services publics, affaiblissement de l'État, etc. Mais il y en a d'autres à mettre. Lutte contre la corruption, renforcement des capacités de l'État, transparence. On a un projet notamment de rendre public ce que font les sociétés d'extraction minière, parce que ça nous regarde aussi ces affaires-là. En quoi elles contribuent à l'indice de développement humain, combien on reverse aux pays en question. Bref, un contrôle, une transparence renforcée. Mais on peut... Toute cette affaire-là, elle peut foirer aussi. C'est possible qu'on n'y arrive pas. Pourquoi? Si ça dérape, si par exemple les exactions et les vengeances internes à la société malienne, qui ne concernent pas d'ailleurs que les Touaregs ou les Peuls ou les Arabes du Mali, tout le monde, tous les Maliens sont potentiellement victimes d'une armée de désœuvrés qui veulent se payer sur la bête. C'est ça qui est grave. Alors, je veux quand même si je pense qu'on ne nous dit pas tout, rendre hommage de ce point de vue-là, en tout cas de ce que j'en ai vu avec l'état-major et l'ambassade française, avec qui on a parlé de ces histoires-là, d'exactions. Et moi, j'en ai parlé aux parlementaires du Mali, c'est-à-dire aux vice-présidents, aux présidents de l'Assemblée nationale du Mali eux-mêmes, en leur disant franchement les choses et notre inquiétude. Et je sais que c'est dit par les Français. Je ne sais pas comment ils gèrent ça avec les soldats maliens. Est-ce qu'ils leur disent vous arrêtez maintenant immédiatement? Je ne sais pas qui a été pris entre 4 yeux pour dire stop. Enfin, je pense et je crois savoir que ça a été fait. Mais vous avez raison, si rien tout de suite n'est mis en œuvre pour l'en empêcher, ça sera grave. Et je finis juste sur une chose qui pourra vous intéresser. C'est que la résolution 2085 prévoit le déploiement d'observateurs des droits de l'homme. Il n'y en a que 2, et ils sont à Bamako. Or, ce n'est pas là que ça se passe. Donc, si on veut pouvoir faire en sorte que ce contrôle international civil ait lieu, et permettre, y compris aux journalistes, aux citoyens, aux députés, à tout le monde, à la société civile d'être éclairés, il faut se battre pour que cela se déploie. Moi, j'ai pour l'instant confiance dans les objectifs de guerre tels que formulés par le président de la République et réaffirmés par Laurent Fabius l'autre jour. Il y en a 3 et c'est clair. Mais tout ça peut vite être nébuleux, tout ça peut vite partir dans une situation qu'on ne maîtrise pas et effectivement mettre en péril beaucoup de choses, y compris le sens même de cette intervention qui, à mon avis, doit être limitée dans le temps et surtout passer le relais aux Africains qui ont leur propre souveraineté à assumer et à faire respecter dans cette affaire-là. Est-ce que ce pari pascalien vous rassure? Parce que, limité dans le temps, François Hollande a dit « ça durera le temps qu'il faut ». Ça durera un temps indéterminé, c'était sa formule. Alors, comment éviter une guerre sans fin? L'un des objectifs de Laurent Fabius, de notre ministre des Affaires étrangères, était remonter aux sources du terrorisme. Il me semble que formuler de cette manière, cela implique une installation de longue durée, une connaissance de la société nuancée, approfondie, pour découvrir les sources. Ça inclut la pauvreté, ça inclut les interventions étrangères, mais ça inclut tous les conflits dont vous venez de nous parler, qui sont tellement énormes. Et quand je pense qu'on essaye de résoudre tout cela en envoyant l'armée,
Ça me laisse rêveur. Alors, 3500 hommes. Hein, 3500, c'est dire pas mal, étant donné le contexte dans lequel ils sont envoyés. Au moment même où on disait qu'on sortait de pensez l'Afghanistan. un peu au prix que cela coûte. Je ne connais pas les chiffres, mais je pense qu'on doit pouvoir les connaître facilement. Et à ce que ça aurait coûté d'aider l'enseignement gratuit et obligatoire, si je comprends bien. Bien sûr. Mais je pense que c'est un dixième. Moi, je partage votre crainte. Rapidement. Vraiment, je comprends cela. Il y a une grande nouveauté qui peut permettre de l'empêcher. C'est qu'il y a quelques années, aucun État riverain n'aurait dit « je soutiens le Mali ». Ou, autrement dit, « je soutiens l'intervention française au Mali ». Aujourd'hui, tous ou presque tous, la position de l'Algérie et des opinions publiques. J'étais au Maroc juste avant et en Algérie juste avant. Donc j'étais en Algérie le jour où l'intervention française a commencé. Donc j'étais bien placé pour en parler avec des Algériens, des amis algériens, de la société civile, pas les officiels. Mais la position du gouvernement algérien comme de son opinion publique, au Maroc c'est pareil, de tous les pays de la CEDEAO, elle a changé. Donc s'il y a une convergence pour une intégration économique, politique et une responsabilisation africaine, méditerrano-subsaharienne, alors le pari peut être réussi. Si tout ça repose sur l'idée que l'armée française va régler tout ça, alors on renoue avec les pires des démons et on n'y arrivera pas. Mais ce n'est pas joué encore, et c'est aux parlementaires, aux citoyens, aux sociétés civiles, aux journalistes, à vous-même, de nous pousser pour empêcher que cela arrive. C'est possible. C'est ce que nous faisons. Salvatore Sagaz. Un tout petit mot. Je crois qu'on oublie quand même le problème Touareg. Dans cette région, elle est habitée pas seulement par les Touaregs, mais par les Touaregs. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début... Rappelez qui c'est, les Touaregs. Alors, les Touaregs, bon, c'est ce peuple de nomades qui est présent au Niger, en Algérie, en Mauritanie, au Mali, un petit peu au Burkina Faso. Pour lui, les frontières des États-nations issus de la décolonisation... Et c'est un peuple qui fait peur à tout le monde, puisqu'effectivement, l'Azawad a des limites indéfinies. Bon. Mais au début de ce conflit, le MNLA a pris langue avec le gouvernement français. Et a essayé apparemment de dire au gouvernement français, si vous nous soutenez dans notre demande d'autonomie ou d'indépendance... Un peu comme les Kurdes, qui sont sur plusieurs nations. Voilà. Ça existe aussi. Un peu comme les Roms, pour rapprocher ça de nous. Ou comme les Roms en Europe. Oui, voilà. Ils ont dit, si vous nous aidez à faire ça, on ira même lutter contre AQMI. Et la France a hésité, et ensuite Juppé est allé à Bamako et a dit non, nous allons défendre l'intégrité du territoire malien. Là, c'est joué beaucoup de choses. L'administration précédente. Là, c'est joué beaucoup de choses, parce que l'élément Touareg n'est pas islamiste. L'élément Touareg aurait pu jouer un rôle. On le voit bien dans les photos, voilà. J'y insiste vraiment parce que ce reportage est est-ce que vous croyez qu'il est trop tard pour que ça se... Je pense que le problème, c'est qu'il fait très peur à tous les pays de la région. Oui. Et vous avez raison, le Niger est, de ce point de vue-là, un exemple pour le moment, parce que Mamadou Issoufou a compris que c'est en développant la région qu'on peut satisfaire les problèmes. Ce qui est important, c'est que cette région, elle est complètement déshéritée. C'est-à-dire que si AQMI s'est installé là, c'est parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Le gouvernement laissait faire. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même, on voit cette guerre et on est totalement oublieux de notre responsabilité, je pense à l'intervention libyenne qui a surarmé toute cette région. Sans ces armes, rien n'aurait, il y avait des mercenaires venus du Mali et on est en train d'en parler là. Évidemment. On apprend là cette semaine qu'il faut quitter Benghazi. Vous vous souvenez, le lieu de la liberté où M. Cameron, M. Sarkozy étaient là et Benghazi serait le lieu le plus menaçant. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'illogisme de nos gouvernants. Est-ce que vous prenez position sur ces questions de droit international, d'une certaine manière? Nous prenons position sur les conséquences. Et pour nous, il est clair que le trafic d'armes entre la Libye, l'Algérie, le Mali est une réelle catastrophe. Et effectivement, oui. C'est même pire que ça, si je peux me permettre. Parce que c'est quoi ce pays? Je parle du mien, du nôtre, la France, qui invite en grande pompe un dictateur, Kadhafi à l'époque, lui livre le tapis rouge, 6 mois après lui fait la guerre et 3 mois après s'en va en laissant toute la mais c'est quoi ce pays où le successeur de Kadhafi finalement gère par la guerre les conséquences des décisions catastrophiques de Sarkozy? Le successeur de Kadhafi, vous voulez dire le successeur de Sarkozy. D'accord, que je comprenne bien de qui on parle. Compris, mais étant donné les liens entre Sarkozy et Kadhafi, tout le monde m'a compris. Mais la vie politique est faite de contradictions, on hérite de cette situation-là. Et encore, moi, j'y mets un certain nombre d'exigences. Si je peux me permettre une remarque sur les Touaregs, parce que c'est important. C'est important les Touaregs, évidemment, et il faut les respecter. Mais le MNLA, c'est même pas 10% de l'ensemble des Touaregs. Les Touaregs, c'est 10% de la population du Nord. La population du Nord, c'est 10% seulement de tout le Mali. Donc on peut comprendre aussi le point de vue des Maliens qui dit, surtout qu'il y a des Touaregs partout, y compris au sud. D'accord, discutons, mais enfin, c'est pas cette minorité-là qui va nous faire ce... Voilà, qui va nous faire sauter à la corde. Vous savez bien qu'une démocratie se juge toujours au sort qu'elle réserve à ces minorités, bien entendu. Voilà.
comment faire, dernière question, au fond, la guerre, elle est là. Nous, journalistes, on essaye de faire notre travail. Et vous, parlementaires, François Asensi, qu'est-ce que vous allez faire? Quand je voyais que même un journal qui soutient cette intervention, Le Monde, aujourd'hui, écrit que son cadre juridique est totalement discutable, voire inexistant. Donc, ces questions sont sur la table. Et vous, parlementaires, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'ailleurs, le reproche que nous avons fait au Front de gauche au gouvernement, c'est de ne pas avoir discuté préalablement au Parlement. Voter? Un vote? Il a fallu voter, il a fallu se positionner. Comme on parlait de la guerre depuis 3-4 mois, et là, cette fameuse intervention au mois de mars, il était bien sûr nécessaire d'avoir au moins quitus du Parlement, au moins qu'il y ait un débat. Donc je pense que précipitation, je maintiens pour des raisons politiques intérieures. S'il y a vote maintenant, avec tout ce qu'on s'est dit, ça fait 15 jours, beaucoup d'informations sortent, vous votez oui? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je crois sincèrement qu'on va vers une impasse. Parce que la France est isolée, parce qu'elle va dans des conditions les plus périlleuses, et que dans ces conditions-là, c'est une guerre qui va être longue, dure, une guerre de guérilla, enfin une guérilla, et ça, c'est les conditions les plus difficiles. On risque de s'enliser comme ça s'est fait en Afghanistan. Ça, je suis sur ce point-là, si vous voulez, un peu d'accord avec vous. En quelques mots, une dernière question qui fera transition avec notre rendez-vous dans une demi-heure à 20h30. Dans ce climat, la guerre, ça simplifie. Islam, islamiste, terroriste, des sondages partout, des unes sur l'islam qui est diabolisé, nos ennemis islamistes. Comment vous réagissez les uns et les autres à ce paysage tel que peuvent le vivre? Avec inquiétude, mais comment, positivement, je suis assez perplexe. Salvatore. Moi, je crois que cette simplification est une négation de la réalité, c'est-à-dire en faisant d'un côté les gentils et de l'autre les méchants, on va droit dans le mur parce que dans le sud, ils sont très divisés entre les putschistes, les anciens putschistes. Dans le nord, même au sein des Touaregs, il y a des Touaregs qui sont proches des islamistes, d'autres qui sont plus éloignés. C'est très complexe et si on ne prend pas en face cette complexité, ça va être une catastrophe. Je pense qu'islamisme, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, par conséquent, je suis vraiment radicalement opposé au conflit de civilisation et qu'on ne peut pas faire d'amalgame, évidemment, entre l'islam, qui est une religion de paix, et puis ceux qui détournent l'islam à des fins politiques, voire à des fins mafieuses. C'est ce qui se passe actuellement au Sahara. L'Europe est en train de vivre un basculement avec des millions de chômeurs qui peuvent faire passer les consciences ouvrières, les consciences publiques vers le pire et la montée des nationalismes. Et c'est déjà le cas sous nos yeux. Et puis de l'autre côté de la Méditerranée, au Maghreb en particulier, les crispations identitaires existent. De deux choses l'une. Soit on continue de se tourner le dos et de considérer qu'il y a concurrence, y compris économique, à tout point de vue entre nos deux sociétés, ou au contraire, on les fait converger. Et il y a largement de quoi les faire converger si politiquement, on s'en donne les moyens et on assume ce grand dessein. Et c'est ça qui n'est pas assumé aujourd'hui politiquement, et qui énerve aussi de l'autre côté, parce que quand on dit on fait la guerre aux islamistes, il faut savoir que là-bas, il y a des gens qui sont élus, qui sont des partis islamistes, et qui ne se sentent pas du tout terroristes, quoi qu'on pense de leur idéologie. Donc il faut effectivement faire attention aux mots, et être attentif au but de guerre. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Le but de guerre, c'est pas de rester là-bas indéfiniment pour rétablir je ne sais quelle civilisation. Le but, c'est conjoncturel pour l'instant, mais il doit aider, il doit être le soubassement d'autres choses, le développement partagé. Cette guerre serait légitime si elle se terminait la semaine prochaine. Voilà, on ne sait pas si François Hollande, Jean-Yves Le Drian et d'autres vous ont entendu, Tsvetan Todorov. Merci à vous quatre. Je vous donne rendez-vous dans une demi-heure à 20h30 pour notre débat sur les musulmans de France, de l'invisibilité à l'islamophobie. Profitez-en, Mediapart est en accès libre exceptionnellement jusqu'à minuit. Lisez notre dossier sur le Mali ou sur bien d'autres sujets dans votre journal. Merci, à tout à l'heure.